Je manifestais à Paris pour la fête du travail et pour défendre une certaine idée de la démocratie. J'avais 25 ans, j'étais insouciant. À mon réveil, j'ai découvert un nouveau visage. 2 plaques de titane avaient été posées pour maintenir ma mâchoire fracturée et mes dents cassées. Durant la manifestation, j'ai été bloqué dans les gaz. Il y a eu une charge de la police, des cris. Dans la panique, j'ai sauté une balustrade. J'avais cru voir un jardin de l'autre côté, mais en fait, il n'y avait rien. Seulement le vide. Trois mois plus tard, les douleurs se sont calmées. J'ai retrouvé mon visage d'avant. Je disais en rigolant que c'était ma blessure d'âge adulte. Je suis parti en Corse pour finir mes études de cinéma, loin des miens, comme pour fuir les lieux de cet accident. Là-bas, je n'ai parlé à personne de ma blessure. Mais ce que j'essayais d'oublier le jour, je le retrouvais la nuit. Rapidement aussi, les douleurs à la mâchoire sont réapparues, jusqu'à devenir insupportables. Un soir, j'ai dû retourner aux urgences. Là, j'ai enregistré ce message vocal pour l'envoyer à un collectif de blessés. Ça va faire 1 an que je me suis blessé, que ma vie a changé. J'étais tout seul, j'ai vécu un peu isolé. Mais j'ai vraiment vécu tout seul. Ce truc, j'en parlé à personne. Je suis un jeune cinéaste. Je suis en train d'écrire un documentaire sur mon expérience. Comment ce putain de jour, il a changé ma vie. Pour le meilleur et pour le pire. Mais j'ai pas envie de parler que de moi, j'ai aussi envie de parler d'autres blessés. J'ai envie de parler avec des gens qui ont vécu la même chose que moi, parce que j'ai besoin de ça en fait pour guérir. Parce que sinon j'arrive pas à passer à autre chose. Quelques mois après ce coup de fil, j'ai décidé de rentrer chez moi à Saint-Denis, pour retrouver ce que j'avais fui, mais aussi pour rencontrer ceux qui, comme moi, ont eu leur vie bouleversée un jour de manifestation. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Lola. Je l'ai rencontrée à Nantes. C'était une manif anti-G7 en décembre 2018 à Biarritz. Quand on a voulu commencer à bouger, on a été gazés et après ils ont direct explosé le rassemblement et après c'est à partir de là qu'on s'est retrouvés avec des petits groupes. Je suis montée à un moment donné sur un banc, debout, et j'ai commencé à zoomer un petit peu et à essayer de filmer quelques rushs. Là, ils arrivent en force. Et à regarder un petit peu parce qu'il y a des flics un peu perchés un peu partout sur les toits. Putain! Putain! Christelle, viens! Allez, dépêche-toi! Viens! Christelle, putain! Ça va? Tu te l'as reçu dans la gueule ou quoi? Bravo! Et j'ai pris un tir côté droit et je filmais vers la gauche. Moi je me souviens juste du son du LBD. Putain!
Venez. Je peux? c'est normal ça. Arrêtez de tirer là. C'est normal. Voilà, super les mecs. Voilà. Puis on voit bien que le niveau du sol, il est pas pareil. Ils sont un peu en contrebas. Enfin, un LBD, ça se tire dans les jambes. Comment ça se fait qu'ils utilisent un LBD alors qu'ils sont... Enfin, c'est dans une petite allée. Bien sûr. Il y a une marche comme ça. Il n'y a rien qui va dans tous les cas. Puis voilà, non. Oh, la gueule d'ange. Et ça, du coup, c'était en arrivant à l'hôpital directement, où le médecin m'a pris en photo. Ça, c'est la photo du médecin. Ouais. Et après, j'avais cette photo aussi. Ça, c'était à l'hôpital. Ça, c'était à moitié... Là, je souffrais. Là j'ai la bouche qui me tire, qui me pend, qui me... Et au final, moi, j'ai reçu ce tir et je le sens comme si c'était de la censure. Tu sais, de recevoir ça dans la bouche, tu vois, c'est comme vraiment ce truc de ferme ta gueule. Ouais, mais moi je l'ai vécu comme ça. Donc là on voit l'impact. Impact. Cicatrice. Putain, t'as bien cicatrisé au-dessus. Ah oui, ouais. Oh, c'est dingue. Parce qu'au début, tu crois pas que tu vas retrouver la même gueule, t'as ce visage... moi, j'étais décalé à droite pendant... Non, à gauche pendant des mois, et à la fin, t'as cette gueule qui te hante et que tu te demandes si tu vas retrouver ton visage. Mais tu vois, on l'a retrouvé. Ouais. En tout cas, c'est une image de moi à laquelle je me rattacherai toujours. Je suis plus comme ça, j'ai plus l'air d'un monstre, tout ça, mais je sais que j'ai été comme ça. Et ça, j'accepte pas qu'on nous ait fait ça, quoi. Parce que c'est... Puis même au niveau du... Enfin, le regard de la famille sur ça, ils essaient de... Enfin, je sais pas, en général, ils essaient de pas le montrer, de pas craquer, en tout cas, mais ça se voit dans les yeux de... Enfin, moi, je l'ai vu dans les yeux de mes parents que... Ils étaient encore plus en colère que moi. Ils étaient... Moi, à cette période-là, j'étais pas haineuse, j'étais pas en colère, j'étais juste un peu vide et je savais pas trop comment je me sentais à ce moment-là. Mais eux, ils étaient en colère. Je retrouve mon quartier, ces paysages de banlieue. Et toutes ces questions qui reviennent sans cesse. Et ce sentiment de culpabilité qui ne me lâche pas. Pourquoi étais-je là-bas? Comment suis-je tombé? Pourquoi ai-je cru voir ce jardin? Et c'est là que j'ai rencontré Franck. Le moment où je prends le tir, je me souviens d'un bruit sourd. Et comme si je me prends un mur, mais vraiment à très grande vitesse. Je me suis pas vu tomber. Je suis au sol et d'un seul coup, j'entends des gens qui disent que j'ai le visage éclaté. Et je touche un peu mon visage et je vois que j'ai plein de sang. J'étais surpris parce qu'en gros, on t'apprend que t'as pris un truc dans le nez, mais qu'en fait, tout ton visage il est fracturé partout, quoi.
pour que je comprenne, ils m'ont expliqué que ça fait comme une toile d'araignée. Et ce que je pensais pas, moi, c'est que ça m'avait impacté l'œil. Et là, je vois complètement double, quoi. Dans ma profession, on a des toutes petites références sur la moindre pièce détachée, sur des petites vis qui font 1 centimètre. Donc je me rendais compte que je pouvais plus bosser, ça c'était sûr. Donc tout s'est dégradé en gros. Plus de boulot. J'ai rendu mon appart pour pas avoir de problème. Ma copine qui me comprend pas, donc je me sépare de ma copine. Mes parents, je leur dis pas, donc forcément ils sont pas au courant, donc j'ai pas de soutien de ce côté-là. Tu leur dis pas quoi? Je leur disais pas toute ma vie qui dégringolait, quoi. Je leur expliquais pas tout ça, tu vois. Bon, tu t'inquiètes pas. Petite sœur, tu dis à tout le monde là, c'est bon là. Ok? C'est la guerre, mais ça va, t'inquiète. Essaye de me voir à la télé, je suis tout le temps devant. Regarde. Blessé à l'acte 3. Ça, c'est des taches de sang, ça. On les voit plus maintenant, mais il y en avait partout, là. C'est avec ce gilet que je suis parti au combat, comme ils disent. Voilà mon arme. Voilà mon arme, voilà pourquoi on m'a tiré dessus. Parce que j'ai osé aller dire que j'avais faim. Et que j'ai osé aller crier qu'il fallait un meilleur avenir pour nos parents, nos enfants. Et pour ça, ils m'ont tiré dessus. Ouais. Ah, pourquoi j'ai pas sauté? Tous les soirs, quand je m'endormais dans cette voiture, j'avais ce... Je baissais ça comme ça. Heureusement que j'avais ces photos parce que de penser à ses enfants, c'est une chose, mais quand tu les vois comme ça, c'est... Tu dis que tu peux pas. Tu peux pas sauter. Tu peux pas sauter, tu dois rester là pour eux. Tu dois rester fort et voilà. Donc... Au fil des rencontres, je me suis libéré d'une parole que j'avais trop longtemps réprimée. C'est douloureux, mais ça fait avancer. Entre blessés, il y a une compréhension naturelle, une empathie inconditionnelle. On se bat pour une même cause, on s'entraide, mais chacun a ses phases, ses rechutes, et certaines blessures sont insurmontables. Le camion là au milieu. Attends, je vais montrer tout le monde qu'il y a. On arrive devant une grande barre de CRS, je filme pour montrer que ça commence, que c'était même bonne ambiance contrairement aux autres manifs qu'on a vus. Il y avait une petite grand-mère avec son déambulateur, un mec qui faisait de la musique. Tout le monde était par petits groupes de 5-6 dans son coin, ça commençait à peine. Quand on a vu les CRS, nous, c'était donné pour ordre de ne pas rester trop près de la police vu qu'on savait qu'ils pouvaient charger ou gazer. Donc on s'est pris la main, on a fait demi-tour, on a marché 2-3 minutes. On s'est beaucoup éloigné des CRS. Et c'est là qu'en fait, il y a une brigade de la BAC qui est arrivée d'une autre rue sur mon trottoir et qui m'a tiré dans le visage à 5 mètres en fait. Ah, je t'ai prise dans l'arcade. Je sais pas, mais l'arcade, elle est éclatée. Allez, écartez-vous.
Moi, le seul souvenir que j'ai, c'est de tenir la main de ma copine, d'un coup de voir tout noir. Quand j'essayais de regarder ma copine, j'essayais de la voir comme ça, je voyais un peu gris, marron, des couleurs un peu bizarres. Et là, j'ai entendu vite, vite appeler les pompiers, elle s'est fait toucher, et là, j'ai compris qu'on parlait de moi. Arrivé à l'hôpital, donc avec un street medic qui me tient le front, l'autre qui est en train de faire toutes les démarches, ils me mettent dans un couloir en arrivant aux urgences. Et au bout de 20 minutes, le street medic hurle en disant « Mais vous vous rendez compte, c'est l'urgence, elle a sûrement une hémorragie cérébrale, il faut la prendre en charge. » Et là, l'infirmière lui répond en se redressant comme ça « C'est une gilet jaune, elle est dans l'illégalité. » Donc là, il a tellement pété un câble justement sur cette infirmière que là, ils m'ont pris en charge. Et ils ont vu qu'effectivement, il y avait une hémorragie cérébrale très importante, que tous les os en fait étaient complètement cassés. Et j'ai été transférée directement à l'hôpital Beaujon. Toi, le tir, il était à quelle distance? À 5 mètres. Et à 5 mètres, ils m'ont visé et tiré vraiment au niveau de l'arcade. Voilà. Ouais, ils n'ont pas touché l'œil. L'œil n'a pas été touché, donc l'œil l'œil est encore là, mais ne fonctionne plus. C'est vraiment l'arcade qui a été touchée, la boîte crânienne, mais la pression du choc, parce que 320 km/h dans mon visage, ça a tout écrasé en fait jusqu'à la mâchoire. C'est-à-dire j'ai eu donc un décalage de 4 mm de la mâchoire, j'ai eu l'œil qui justement a complètement été à l'intérieur, s'est écrasé, donc la rétine est foutue avec des trous dans le nerf optique, donc je ne vois plus rien à part la lumière. Ensuite, ça a été le cerveau. On s'est aperçu que l'hémorragie cérébrale m'a bousillé le cerveau, que j'ai eu du mal à reparler, j'ai plus de pensée cognitive, je pense comme une enfant, je les chiffre, j'ai du mal. Et là, la neurologue vient de s'apercevoir qu'en plus de ce trauma, on pensait que ça allait être réparable avec la rééducation, mais qu'en fait, c'est nécrosé. Que mon cerveau est foutu à cette partie-là, qui ne fonctionnera plus jamais. Donc malgré la rééducation, c'est compliqué. En plus, toujours la neurologue s'est aperçue que je fais de l'épilepsie, qu'en fait Vanessa dort pas tout le temps, c'est juste que le trauma crânien m'a amené à avoir de l'épilepsie. Donc ça, et puis la perte du goût et de l'odorat aussi. Ici, on voit bien que tout a été déchiré, quoi. C'est tout en morceaux. Donc ça, c'est très douloureux parce que les plaques, ça fait mal. Parce que quand il y a de l'humidité, je gonfle, parce que ça tire, parce que j'ai des antidouleurs à vie maintenant pour ça. Que le trou dans la boîte crânienne, c'est ça qui m'empêche de faire de la plongée, de prendre... L'avion, c'est pas encore. Qui m'empêche de faire de la course, qui m'empêche de faire du karting, de faire n'importe quelle activité en fait. Parce que ma tête peut plus trop... J'ai plus le droit de bouger la tête dans tous les sens. Les grands 8, tout ça, on oublie. Hein. Et donc voilà. Et après, j'ai été voir du coup la neurologue. On a fait des examens et c'est là qu'en fait, elle s'est aperçue que... Donc ça, c'est le scanner de ma tête. Et que la tache noire, là, en fait, c'est la nécrose. C'est la partie, en fait, qui est morte, en fait, au niveau du cerveau, due à l'hémorragie, en fait. Je sais, c'est pas beau, t'inquiète pas. Et maintenant, je suis invalide stade 2. Et quand on entend ça aussi, quand on va à la sécu, qu'on nous annonce invalide stade 2, on dit, c'est quoi stade 2? Vous pourrez plus jamais travailler. Donc comment encaisser tout ça? Je vous avoue que j'ai du mal. J'y arrive plus. On peut être fort comme on veut, on peut avoir la force qu'on veut, la volonté qu'on veut. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Et puis, on m'a tiré dessus, quoi. J'ai rien fait de mal, et je subis beaucoup, et à vie. Et maintenant, je suis handicapée à vie, j'ai 34 ans, je peux plus travailler. Et comment vivre comme ça? Comment accepter que la vie, elle est difficile? Toi qui viens en aide à tous les blessés, toi t'es la deuxième blessée que j'ai rencontrée. Ouais, tu m'as épaulé sur mes pertes de mémoire, sur des choses comme ça.
T'es vraiment une sorte de mère pour les blessés, du moins du Nord. Je n'osais pas vous le dire, en fait. Il y a encore plein de blessés qui sont pas au courant. Parce que, même pas par rapport à moi, parce que je sais que ça vous fait du mal, en fait, de voir dans quel état ils m'ont mis ou ils nous ont mis. Et moi, oui, j'ai eu besoin de me rapprocher des blessés parce que j'étais toute seule quand ça m'arrivait. Et je voulais pas que tu restes tout seul, je voulais pas que Franck reste tout seul ou que Caro reste toute seule ou que... perdu dans comment on fait médicalement, comment on fait pour les démarches. Et pour moi, c'est ce qui m'a donné voilà, la force aussi de continuer là-dedans. Mais, et de mettre mon faux... Enfin, voilà, c'est bête à dire, mais c'est mon faux sourire. C'est ça, c'est porter cette façade, en fait, tout va bien. Mais au bout d'un moment, quand on encaisse les nouvelles, ben, je pouvais plus mettre mon sourire et dire tout va bien. C'est je vais pas bien. J'ai intégré le collectif des mutilés pour l'exemple, où je retrouve Lola, Franck et Vanessa. Nous sommes une 60aine de blessés graves. Le collectif se bat pour une reconnaissance officielle du statut de blessé et l'interdiction de certaines armes lors de manifestations. Nous revendiquons aussi le respect du droit constitutionnel, celui de manifester. Les personnes qui m'ont soutenu, qui ont réussi à me sortir de la tête de l'eau, on va dire, c'est une blessée qui s'appelle Vanessa. Et tu connais? Ouais, je connais. Tu la connais? Ah, Elle t'a aidé comment, Vanessa? Elle m'a aidé en me disant qu'il fallait que je porte plainte. Elle m'a aidé en me faisant connaître un avocat. Elle m'a aidé en me faisant rentrer dans un collectif des blessés qui avait été créé, que je connaissais pas parce que vu que je restais enfermé, ben, j'avais tout lâché. Donc, ouais. Le collectif, c'est un truc important pour moi, parce qu'on se comprend tous. On a tous vécu les mêmes choses, donc tous blessés par la police, sans raison au bout du compte, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait de mal. Mon père bosse de l'autre côté du mur, donc je pense que tout le monde comprendra qu'il bosse du côté de la police, donc il n'a pas forcément compris pourquoi j'ai fait tout ça. C'est compliqué. Mais, en fait, pour lui, de toute façon, j'avais rien à faire là-bas, donc je pense pas qu'il ait compris ce truc-là, enfin, ou je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'il ait encore compris vraiment pourquoi j'ai été là-bas, quoi. Franck m'a rappelé l'incompréhension qui a régné chez moi. Durant ma convalescence, je me suis renfermé sur moi-même, incapable d'exprimer mon mal-être. Mon grand frère s'est occupé de moi comme d'un nouveau-né, régime liquide et absence de parole. Durant ces longues semaines, il a composé cette musique qui est devenue comme une présence pour moi. Elle m'a aidé à aller mieux. Mais au moment de partir en Corse, j'ai rompu avec ces mélodies comme avec le reste. Aujourd'hui, je veux parler de cette phase dont il me reste des souvenirs flous. Je veux mettre des mots là où le silence a pesé. Je veux parler de cette période avec ma mère, mes frères et ma belle-sœur. Je pense que là où t'as réalisé, c'est quand t'es arrivé ici, que tu t'es mis sur le canapé. Tu te réveillais. Vous étiez là à mon réveil? Avec Raoul, on était là et David, il est arrivé juste après, ouais. Et je me rappelle, on a essayé de te demander, Raoul, David et moi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? On comprend pas. Enfin, voilà. Et comme t'arrivais pas à parler et que tu voulais pas en parler,
Enfin, ouais, dans tes yeux, ça se voyait que t'as commencé à réaliser ce qui t'arrivait, je pense. Et on est arrivé, tu regardais Pulp Fiction et David était vénère parce que du coup tu t'étais fixé sur la télé et tu parlais pas et tu voulais pas parler. Parce qu'on était là quoi. Et lui, il te donnait pas de l'attention. Ouais, il s'en foutait. Il m'écrivait des mots partout. Ah oui, c'est vrai, parce qu'au début, il ne pouvait pas parler. Ouais, c'est ça. Au début, Déjà que d'habitude, c'est pas forcément ultra compréhensible en temps normal. Ouais, après je me souviens que vous me croyiez pas et que... Et c'était suspect. Ouais. Tu nous as dit, Mathéo il est tombé de 1 mètre, Mathéo il est tombé d'un muret, Mathéo il est tombé de 4 mètres. Enfin, déjà, on comprenait pas trop. À la fin, t'étais tombé dans le pont. Après, il y avait toi qui étais aussi en choc, qui disait des trucs un peu décousus, etc. Puis après, qui parlait plus. Donc c'était difficile de trouver, tu vois, la vraie version dans tout ça. C'est bien que tu... Ah, moi, je me pose même pas le problème à dire que t'étais quoi ou pas t'es quoi. Moi, je pense qu'effectivement, trop retourner sous les faits, sur un truc traumatique, je sais pas si c'est vraiment bon. T'as été mal et tu reviens là et tu es... À un moment donné, tu dois te reconstruire avec ce qui s'est passé dans la vie, tu dois avancer. Comment avancer? Tu me retrouves 1 an plus tard et je ne vais pas mieux. Mais comment faire pour aller mieux? Déjà, il faudrait que j'apprenne à ne plus appeler cette blessure un accident. J'ai trop longtemps culpabilisé d'avoir sauté cette balustrade. J'ai trop longtemps effacé le contexte. Une charge méthodique des forces de l'ordre, des gaz lacrymogènes qui m'étouffaient, une terreur à laquelle je n'étais pas préparé en allant manifester. Et toutes ces séquelles invisibles qui découlent de cet instant, ces cauchemars, ces douleurs qui nous le rappellent chaque jour. Ça t'a pris du temps de retourner dans des lieux publics avec beaucoup de monde? Au début, t'as eu du mal? Ça m'a mis du temps. En fait, je me suis forcée très vite. Mais je me suis vraiment forcée. Mais j'ai vraiment eu des gros moments d'angoisse dans des lieux publics, en étouffée. Et pendant longtemps, j'ai eu ce truc et ça revient de temps en temps, en fait. C'est des moments de flip où t'es plus sûr de toi, du regard que l'autre a sur toi. Et... C'est ça aussi, quand je disais qu'est-ce que ça t'enlève la confiance, ben, c'est ça. C'est la confiance en soi, c'est la confiance en les autres. C'est la santé maintenant qui dirige ma vie. C'est le matin, est-ce que je peux me lever, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai pas mal, C'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'entre ce que moi j'ai envie de faire et ce que lui il veut, c'est pas toujours possible. Et là, avec l'humilité, lui il veut rien. À part avoir mal et rester au lit. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, le travail il est aussi là-dedans. Ouais. Petit RDV de blessés, la famille. On a un bloc là, c'est Crabin, regardez, il est tout en noir. Ah, attends, nous, on peut passer pour des street medics à la limite avec nos cheveux. Rire, se retrouver. Pour un temps, oublier ses blessures, son mal-être. Mais on est toujours rattrapés. Car nos maux ne sont pas que physiques et moraux. Nous vivons aussi une injustice sociale. Suite à ces agressions, nombre d'entre nous sont tombés dans la précarité. Le système nous a laissés sans protection et sans ressources. On essaye avec les mutilés il y en a beaucoup qu'on les facture. Et les plus grosses factures, c'est les frais dentaires qui sont pas pris en charge du tout. Et donc on essaye là vraiment de toutes les cagnottes, tous les trucs, les petites soirées qu'on peut organiser, c'est vraiment pour payer les frais dentaires. Ouais. Parce que c'est des 3 000, 4 000 euros de frais qui sont pas remboursés. Et que c'est juste impossible, quoi. Donc quand on voit Yann qui a dû aller bosser les dents en moins pour essayer de payer son loyer, il a 3 000 euros dedans, il a la mutuelle qui vient de l'appeler, qui lui a dit vous devez nous rembourser tous les frais qu'on vous a remboursés depuis le début car c'est en manifestation. Et là ils l'ont
ont appelé pour lui dire que c'était genre Ouais, une bah, manif. tu sais que nous on a regardé parce que quand il y a eu les premiers blessés, on a entendu parler que beaucoup de mutuelles ne prenaient pas en charge. Ma mère, elle a été regardée bêtement, tu vois, dans sa mutuelle, si elle est impactée ou si elle est blessée en manif, elle n'est pas prise en charge. Et Yann, en fait, là, ils nous ont demandé le remboursement des frais qu'ils ont remboursés depuis le début, quoi. Putain. Ouais, C'est ouf. C'est ouf. C'est incroyable. Donc après, à savoir, est-ce qu'ils vont prendre en compte tous les trucs qu'on a par la suite tu vois, comme toi, les dents, moi, comme... moi, je vais aller voir mon dentiste qui m'a suivi dès le début. Je vais aller le revoir. Je vais lui dire, c'est pas normal. Non, attestation. C'est le dentiste qui m'a toujours soignée. Lui, oui, donc depuis que je suis petite. Alors, je pense qu'il me dira exactement ce qu'il pense que c'est. Et il m'enverra peut-être voir d'autres médecins qu'il connaît, je sais pas trop. Lutter contre les douleurs. Lutter pour faire reconnaître son statut de victime. Pour retrouver une dignité sociale. Se reconstruire. Lutter aussi pour arriver à désigner le responsable de nos drames. S'extirper de sa propre culpabilité, celle que l'on fait porter à ses proches. Longtemps, mon frère en a voulu à Audran, mon ami que j'ai suivi lors de la manifestation. Chacun de nous a eu son bouc émissaire pour éviter de nommer le vrai responsable. Viens 2 secondes. Regarde, elle fait ça timide, t'as vu ou pas? Oh oh, merci ma chérie. J'en ai énormément voulu à sa copine parce que pour moi, elle était coupable puisqu'elle avait amené Vanessa à la manifestation. Mais c'est pas elle la coupable. C'est moi qui ai demandé. Mais je ne savais pas comment réagir en fait. Je savais pas. Pour moi, il me fallait un coupable en fait. Et je savais pas. Je savais pas qui accuser. Et pour nous, on est des petites filles de gendarmes, des filles de militaires. Donc en fait, pour moi, accuser des militaires, c'était pas. Enfin, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers aussi, et c'était pas logique que ce soit eux qui aient fait ça. Illogique. Illogique. Je suis à la fois très en colère contre la police, mais j'ai vraiment une haine envers eux là, parce qu'ils ont tiré sur elle. Mais ça, pour moi, ça reste des êtres humains quand même. Il y en a certains qui ouais, ok, c'est un ordre qui est donné, mais ils ont aussi un droit de réserve. J'ai des amis gendarmes qui ont fait valoir leur droit de réserve, parce qu'ils trouvaient pas ça normal. Ah non, mais à partir du moment où ils ont un viseur, ils savent où ils nous visent. Donc à partir du moment où ils nous visent dans l'œil, ils savent que c'est pas illégal. Les bras, les jambes, oui, mais l'œil, la tête, tout ça, c'est interdit. 5 mètres, c'est interdit. Moi, j'ai accepté déjà la blessure physique, mais pas le reste. Au début, c'était pas facile de se voir et même de se dire. Enfin, tous les matins, je pensais aux flics en fait. Tous les matins, je pensais aux flics. Et rien que ça, c'est. Et même aujourd'hui encore, je pense tout le temps à eux. Alors que j'ai envie de penser à d'autres choses, mais tout le temps, je pense à eux et à la haine que j'ai par rapport à ça. Tu t'arrêtes, tu rebascules vers le bas, tu cisailles en remontant, voilà, et là tu peux l'enlever. Ça évite que ton émotion est partie. Je comprends déjà quand tu dis que cette cicatrice, tu l'acceptes, qu'elle fait partie de toi et que même moi je ne conçois plus du tout la vie comme je la concevais avant. J'ai des moments de grosse dépression, mais après j'ai des moments d'extase où je suis hyper content d'être là. Et vraiment, il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans. Je sais pas à partir de quel moment il y a un cap qui est franchi. Je me dis, est-ce que le jour où il y aura une justice, il y aura un procès avec une réponse positive, quoi. Enfin, on dédommage la victime et enfin,
On la reconnaît victime. Voilà, au moins on la reconnaît victime et puis on punit le coupable, quoi, ou les coupables qui sont à l'origine de ça. Est-ce que ça, déjà, ça va faire avancer les choses est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que du coup j'aurais franchi une autre étape? Ça aussi, je sais pas. Ça te ferait du bien de savoir, au début, moi, ça me ferait du bien de savoir qui c'est, d'avoir un nom, un prénom. Oui, parce que parce que ce soit personne n'est pas savoir. J'ai peu d'informations, j'ai pas de vidéo du tir et j'ai besoin de comprendre aussi certaines choses. Donc oui et non, parce que il m'a détruit la vie. Il m'a tué dedans, il m'a tué à l'extérieur. Je suis morte à l'intérieur. Il a détruit tellement de choses en moi que des fois, quand j'ai la haine, tout ce que j'aurais envie, c'est de lui faire la même chose, en fait. Il y a des fois où voilà, c'est la haine qui va prendre le dessus parce que j'ai rien fait et que j'ai beaucoup pris. Mais en même temps, d'avoir un... C'est pas forcément le policier en soi-même qu'il faut attaquer, c'est aussi au-dessus. C'est ça, voilà. C'est surtout au-dessus, moi, que je voudrais attaquer parce qu'ils ont reçu des ordres. Après, il faudrait que cette personne, oui, qu'on sache qui c'est pour qu'on puisse lui dire « Tu te rends compte que tu as pris la décision de me viser parce que tu as visé, c'était un flashball, hein. C'était pas un flashball, c'était un LBD-40. Tu m'as visé et tu m'as tiré dessus. C'était ta décision, c'était ton tir. » Moi, je n'aurai jamais le nom d'un coupable. On ne m'a pas tiré dessus. Je suis tombé dans un mouvement de panique. Mais comment faire sortir cette rage, cette tristesse qui ne me quitte pas? Nous devons comprendre, reprendre le fil des événements, retourner sur les lieux de nos drames. Chacun, à sa manière, doit faire la paix avec ce qui s'est passé. Mon pote Seb, qui est... Quand je dormais dans ma voiture, des fois, tu sais, t'es pas bien. Donc à un moment donné, t'as envie de te poser. J'allais chez mon pote Seb, quoi. À chaque fois, je savais que sa porte était ouverte. Je pouvais dormir chez lui. Il me faisait des cafés, il me faisait à manger. Enfin, voilà, quoi. Tu sais. Et ça, c'est quand on est arrivé. Ouais, c'était calme. Hein. Voilà. Il y avait presque personne. Et normalement, on devait rentrer ici. Là. Voilà. Là, c'était l'entrée. Normalement, on devait rentrer sur les Champs-Élysées avec la pièce d'identité. C'est ce qui avait été dit. Hein. Ouais, mais ça s'est jamais fait. Quand on a commencé à voir qu'ils étaient perchés partout avec des... Parce qu'ils nous ziotaient. Tous les faits et gestes qu'on faisait. Et ça se trouve, peut-être tu serais revenu encore plus amoché, on va dire. Ouais, peut-être. Ouais. Mais c'est pour ça comment on est rentré, c'est bien. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Parce qu'on aurait pu rester là-bas. Ou même aller en garde à vue ou quoi, pour rien. Mais à la rigueur, j'aurais préféré une garde à vue que ce qu'ils m'ont fait là, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Franchement, j'aurais préféré une petite garde à vue. Volontiers. Tu vois. Voilà, mais ça, c'est le tout début. Tout début. Et tu vois, on n'a pas de casque, rien. Bonnet. J'ai reçu un appel de l'IGPN, là. Ouais. Parce que, genre, en fait, ils font une enquête sur toi. Ouais. Genre, le mec, il a voulu que je lui explique toute l'histoire et tout ça, parce qu'au début, il croyait qu'on était arrivé là-bas pour casser, pour tout bousiller, quoi. Ouais, mais ils veulent trop que j'avoue, en fait, un truc qui est faux, quoi. Parce qu'ils voulaient que j'avoue que j'étais Black Bloc. En fait, tout simplement. Mais même moi, il m'a demandé comment t'étais habillé. Il m'a dit, parce que toi, t'avais les lunettes, moi, j'avais les lunettes. Mais bon, on n'avait rien, sinon on n'avait pas... Moi, j'avais rien d'autre de plus. Hein. Et il me demandait qu'est-ce que tu voulais, en gros. Qu'est-ce que t'attendais de son enquête, machin, bidule chouette. Je lui dis, mais vous savez, c'est pas des sous qu'il attend. Je lui ai dit, lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu en tant que blessé. Il a été blessé. Je lui ai dit, mais vous imaginez pas, même psychologiquement, ça l'a blessé. Par rapport à son boulot, par rapport à plein de trucs, sa famille. T'as vu, t'as eu des problèmes aussi avec ta famille à cause de ça. Je veux leur faire confiance. J'essaie de leur faire confiance, tu vois. C'est dur, mais il faut que je leur fasse confiance parce que moi, sinon, ça va pas m'aider à avancer, tu vois. Quand
quand je suis arrivée à l'IGPN, j'avais un dossier comme ça, voilà. Ça a bossé pendant un mois avec un gros dossier. J'ai réussi à trouver 10 témoins. Donc témoins, quelques vidéos, mais 2 mois après, ou de ce qui se passait avant, donc qui prouvent bien qu'il se passait rien. La personne de l'IGPN, franchement, a fait un boulot, moi j'ai rien à dire. Il a vraiment été carré, dès le début, il l'a reconnu. J'étais pas au mauvais endroit au mauvais moment, le tir n'était pas du tout justifié. Et visiblement, il a fait le boulot, ça a été transmis au procureur et le procureur a reconnu, donc en partie civile, plainte contre X pour violence volontaire venant de personnes ayant autorité, amenant une mutilation. Donc, ce qui veut dire que le procureur a trouvé qu'il y avait assez de preuves pour prouver que c'est bien une bavure, quoi. Et donc, du coup, ça a été transmis directement au juge. Et là, c'est le juge, du coup, qui a l'affaire en main et on attend jusqu'au procès, en fait. Et là, j'ai l'IGPN administratif qui m'a contacté. Ils sont en train de chercher le tireur. Compte rendu médical. Mais je dois avoir peut-être que je dois avoir ma plainte aussi, quelque part, de l'avocate. Pour les blessés qui s'y engagent, les procédures sont de longues épreuves. Mais à l'arrivée, la plupart des plaintes sont classées sans suite. Alors quand l'une d'elles aboutit à un procès, c'est déjà une victoire pour l'ensemble d'entre nous. Ça, c'est l'avocate. Je crois que c'est la plainte. Monsieur le procureur de la République, plainte pour violence policière. La justice administrative avait jugé le flashball comme étant une arme dangereuse et la responsabilité de l'État a déjà été engagée compte rendu du risque exceptionnel pour les personnes de ce type d'armes. Le défenseur des droits avait pointé en décembre 2017 le degré de dangerosité de ces armes disproportionné au regard des objets du maintien de l'ordre et avait recommandé leur interdiction, quelle que soit l'unité susceptible d'intervenir, en vain. Chercher, mettre un nom sur le tireur, retourner en manifestation. Chacun avance comme il peut, avec ses peurs et ses angoisses. Lola a décidé de témoigner en filmant des manifestations. Je suis plus du tout à l'aise dans ce genre de situation. J'arrive plus à aller manifester, à être proche de la BAC, proche de choses comme ça. Direct, j'ai un stress qui naît, qui est... Mais tu vois, moi aussi, je l'ai eu et tout, et je l'ai encore. Mais pourtant, je me suis forcée à chaque fois d'y retourner, même si je flippais grave et que des fois je me barrais un peu loin, j'essayais de revenir et tout. Et tu vois, de se faire au danger, mais que au final, tu risques pas. En fait, tu peux risquer beaucoup, mais il faut juste sentir le moment où c'est bon de se barrer. Il faut pas se barrer à chaque fois, en fait. La détermination de Vanessa et de Lola me pousse à retourner sur les lieux de ma blessure. Je dois y aller. J'ai appelé mon ami Audran. Il a accepté de m'accompagner. Il était avec moi lors de ma chute. Nous n'avons jamais reparlé de ce jour. Mais avant ça, je dois retrouver Franck. Depuis notre dernière rencontre, il a franchi un nouveau cap. Tu peux me remontrer la vidéo? Ouais, je sais plus si je l'ai encore, je pense. C'était lequel? C'était celle-là. Toi, tu voudras que je te l'envoie? Ouais, non, ce serait cool. La supprime pas. Hein. Non. Donc voilà, c'est le tournage sur les lieux d'où j'ai dormi dans ma voiture pendant presque 2 mois. Garé exactement à cet endroit, voilà. Des moments très compliqués. Je restais tout seul dans ma voiture avec mon chien qui aujourd'hui n'est plus là, on sait. Voilà. Donc c'est ici. Ouais, tu l'as envoyé à ta mère? Ouais. Je l'ai envoyé à ma mère et du coup je pense que de là ils ont réagi. Elle l'a montré à toute la famille
Du coup, j'ai ma sœur qui m'a envoyé aussi des messages, mon père. Parce qu'en fait, ouais, je leur avais pas dit concrètement où j'étais, ce que je faisais. Je leur avais pas dit vraiment que je dormais dans la voiture. Je leur disais que j'étais à droite, à gauche chez des amis. Et je pense que ça leur a fait tilt. Et du coup, depuis ça, c'est vrai qu'on commence à reparler. On commence à relier le lien de famille. Et je trouve ça bien parce que c'est un truc qui me manquait. Et d'ailleurs, là, encore tout à l'heure, quand je suis passé chez eux, hein, on a reparlé. Ça m'aide beaucoup. Ça y est, je retrouve Audran. Comme ce 1er mai 2018, nous refaisons le même parcours. Je dois me remémorer ce trajet pour enfin retrouver l'endroit où j'ai perdu mon insouciance. Ouais, attendez-moi là-haut. T'avais dit là, tu vas filmer des gens qui se font bazettes ou quoi? Ah non, je me souviens. Ouais, ici il y avait une fanfare et nous on remontait vite. On a dépassé la manif. Et ici je me souviens qu'il y avait de la musique et j'avais envie de rester là, tu vois, j'avais eu cette envie. Ah oui. Et après je t'avais suivi et on avait continué. Ouais, ici c'était la guerre, je me souviens. Tout le monde courait. Là il y avait des gens qui s'effondraient au sol à cause des lacrymos. C'est pour ça, t'étais déjà un peu perdu là. Ouais, c'est là.